Coucou, bonne année, un peu en retard. Bon ok, c'est pas Max Payne 3 qui vous parle, c'est bien Shiroto. On va se faire un top et flop de l'année dernière. Ça vous dit? En film d'horreur bien évidemment. Et let's go! Ne coupez pas est un film de zombies japonais sorti en 2017. Sur le papier, ça ressemble à un délire un peu fauché, une équipe de réalisateurs et d'acteurs sans budget et clairement un peu raté décide de tourner un film de zombies en un seul plan séquence, dans un vieil entrepôt abandonné datant de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que très vite, ils se retrouvent confrontés à de vrais zombies. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Et là, je vais être honnête avec vous, la première demi-heure est étrange, maladroite, chaotique, presque pénible. En fait, pour tout vous dire, je comprenais pas vraiment ce que je regardais et j'ai failli tout arrêter. J'étais là avec ma télécommande à moins de 30 minutes et je m'étais fixé comme objectif. Et si à 30 minutes c'est toujours aussi chiant, je coupe, moi, j'éteins. Et là, changement d'ambiance, à 30 minutes pile quasiment dans mes souvenirs, j'ai décidé de continuer. Et c'est là que Ne coupez pas devient génial. Et je pèse mes mots, parce qu'en réalité, ce n'est pas juste un film de zombies lambda, comme on pourrait voir, un peu mal fait comme il nous est présenté au début, c'est une véritable déclaration d'amour au cinéma. Et oui, je pèse encore mes mots. Ça met en avant ceux qui font des films avec 3 bouts de ficelle, énormément de passion et beaucoup de système D en permanence. Plus le film avance, plus tout devient clair. Chaque détail prend son sens, chaque moment un peu gênant devient brillant a posteriori, quand on sait comment c'est fait. Le film joue de manière incroyable avec la mise en scène, le tournage en temps réel, les coulisses du cinéma et un chaos organisé, on va dire, sur le plateau de tournage. Et sans gros budget, sans effet tape à l'œil, il offre une leçon de créativité absolument dingue. C'est drôle, touchant, intelligent et sincèrement émouvant. On passe du « hein ?» au rire, puis à l'émotion, avec même une petite poussière dans l'œil à la fin. Donc vraiment, faites-moi confiance et tenez les 30 premières minutes, vous serez récompensés. Substitution Bring Her Back est un film d'horreur australien sorti en 2025 et réalisé par Danny et Michael Philippou, les mêmes derrière Talk to Me, la main en français et sur lequel j'ai fait une vidéo. On en reconnaît immédiatement leurs pattes. Le film suit Andy et sa demi-sœur Piper devenus orphelins après la mort de leur père, dans des circonstances un peu spécifiques. Ils sont placés chez Laura, une mère d'accueil vivant dans une maison isolée. En apparence, elle est bienveillante, mais elle est surtout profondément marquée par la perte de sa propre fille. Et très vite, quelque chose cloche. Waouh! Les deux adolescents découvrent qu'un rituel terrifiant se déroule sous leurs yeux, mêlant possession, occultisme, manipulation mentale. Ce que j'ai adoré, c'est la façon dont le film fait naître l'angoisse à partir des émotions, du deuil et de la douleur humaine. La tension s'installe lentement, le malaise grandit, et l'horreur vient autant des comportements humains que du surnaturel. Par exemple, la mère d'accueil Laura est totalement flippante dans ses réactions et ses comportements totalement déviants. Techniquement, c'est solide, ambitieux, cohérent et dans la droite lignée de la main. Et soyons honnêtes, c'est sale, c'est généreux et gore. Et franchement, j'ai bien aimé. J'avais mis dans mon script que j'avais adoré, mais je vais quand même dire que j'avais bien aimé. Et oui, pour information, c'est des youtubeurs de base. Et je m'en souviens que c'était un de mes collègues qui m'avait dit « Eh, regarde ça, ils ont, je sais plus, 5 à 7 millions d'abonnés, en Australie du coup. » Et JP, il m'avait dit, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, il m'avait dit « Ouais, regarde ça et tout, ça peut être stylé, tout machin. » Et j'avais dit « Ah ouais, je connais pas, ouais, pourquoi pas et tout. » Quand j'ai vu la bande-annonce de Talk to Me, donc la main, j'avais dit, wow, putain, ça fait de ce genre de film, genre le plus gore de l'année 2025, le meilleur film de tous les temps. Enfin, tu sais, genre toujours en rajouter. Moi, en fait, ça me dégoûte au bout d'un moment, c'est chiant, tu vois. Donc j'avais décidé de pas aller le voir au ciné. Et après, je l'ai vu dans d'autres conditions un petit peu plus illégales. Et en fait, j'ai bien aimé. Et j'en ai fait une vidéo, du coup. Vermine est un film d'horreur français sorti en 2023 réalisé par Sébastien Vanitschek qui bosse d'ailleurs sur le nouveau Evil Dead et j'ai trop hâte. Et pour moi, arachnophobe, assumé, c'est un cauchemar absolu. L'histoire se déroule dans la cité française. Caleb, passionné d'animaux exotiques, ramène chez lui une araignée venimeuse du marché noir, tout droit débarquée d'un pays du Maghreb, je ne sais plus où. Et vu que j'ai pas bien fait mon boulot, j'ai pas été vérifié. Mauvaise idée, la coquine s'évade de sa boîte et se reproduit avec vitesse grand V. Le problème c'est que ces fameuses araignées, qui sont bien évidemment une espèce inventée, enfin tirée d'une vraie araignée, je ne sais plus laquelle, j'ai pas envie de revoir des images et des vidéos et j'ai peur et elle monte sur moi, s'adapte à son habitat et donc grandit de manière gargantuesque. Tu l'as placé ça? Ça vaut combien au Scrabble? L'immeuble se retrouve vite infesté, mis en quarantaine et les habitants piégés à l'intérieur. Mon pire cauchemar. La grande force de Vermine, c'est son ancrage dans le réel, grâce au décor banal pour beaucoup de Français, familier car on les voit toujours dans les clips, dans les fictions, et c'est crédible ou presque. La mise en scène est nerveuse, étouffante, exploitant parfaitement les espaces ambigus, les coins sombres, les recoins où ces saloperies à 8 pattes velues de merde se cachent. Il parle également de l'abandon des quartiers populaires, la débrouille collective, la survie face aux dangers invisibles en fait. Et ça, j'en ai rien à foutre. Non, je rigole. Tous les gauchos qui vont me tomber dessus là.
C'est tendu, stressant, parfois très inconfortable pour les arachnophobes comme moi. Le film qui prouve que le cinéma d'horreur français est vraiment très bon, et l'est même très souvent. Martyr, Ghostland, Hypertension, Grave, Hill, Shaitan, et j'en passe, et j'en passe. Et oui, c'est un arachnophobe qui vous dit ça, allez le voir. On passe maintenant à Mads, un film d'horreur français sorti en 2024. Lui aussi joue avec les plans-séquences, ou en tout cas des quasi-plans-séquences, avec une mise en scène ultra immersive qui colle littéralement au basque des personnages. Le film suit Romain, 18 ans, une soirée banale. Dans mes souvenirs, je crois que c'était son anniversaire, mais je suis pas sûr que ce soit son anniversaire à lui, mais il va en tout cas à une fête d'anniversaire. Mais avant, il passe chez son dealer pour tester une nouvelle substance illicite, donc une drogue. Merci YouTube de ne pas me censurer, avant de rejoindre une fête. Sauf que, sur la route, la nuit bascule brutalement. Il croise une femme gravement blessée à qui il apporte son aide jusqu'au moment où elle se fracasse la tête contre le tableau de bord de sa voiture. Et à partir de là, tout devient un bad trip incontrôlable. Le film raconte cette nuit qui déraille progressivement, sans repère clair, sans respiration. C'est une plongée toujours plus profonde dans un abîme de plus en plus sombre. On se demande où ça va s'arrêter quoi. Ici, tout repose sur l'expérience sensorielle. La caméra à l'épaule qui suit les personnages, le rythme nerveux, les visuels qui sont parfois presque épileptiques avec les lumières, etc. La sensation constante de perte de contrôle. C'est vraiment ça pour moi le maître mot, la perte de contrôle, l'inconnu. Le film ne cherche pas à tout expliquer, il cherche à faire ressentir l'attente, l'incertitude, le lâcher prise. Tu vois, on y revient encore, je me répète. Il est contraint à suivre ces jeunes tout au long de cette nuit terrifiante. Alors oui, il y a quelques longueurs, enfin moi je trouve, et il est parfois difficile d'avoir de l'empathie pour ces petits cons, fils de bourges totalement drogués et insouciants, même s'ils ont 18 piges, moi j'étais pas comme ça à leur âge. Oh le boomer qui parle. C'est peut-être un peu mon côté daron qui ressort, je sais pas, je suis prêt, Non bah non, je suis célibataire. Mais malgré tout, ça vaut clairement le coup, et croyez-moi, ça va être un peu spécial, mais allez-y. Bon, le dernier, il est un peu plus connu quand même, c'est Évanoui, ou Weapons en anglais. C'est un film d'horreur américain réalisé par Zach Cregger, qui a réalisé Barbarian, sur lequel j'ai également fait une vidéo. Alors, le film, il démarre avec une idée, glaçante. Dans une petite ville, tous les enfants d'une même classe, sauf un, disparaissent la même nuit. Les caméras de surveillance des maisons et des sonnettes, etc., comme on a beaucoup aux États-Unis, les montrent quittant leur maison exactement à la même heure, vers la même direction, et courant comme Naruto. Ça, c'était des trucs un petit peu rigolos. À partir de là, le film s'intéresse aux répercussions sur les parents, les enseignants et la communauté entière. Ce que fait très bien le film, c'est installer une angoisse basée sur l'incompréhension, en multipliant les points de vue, les choix narratifs audacieux et switchants d'un personnage, tout comme dans Barbarian. Si vous vous souvenez, il y avait au moins 3 switches. D'ailleurs, il y en a un qui m'a saoulé, c'est le premier, parce que j'étais enfin dans l'ambiance du truc, j'étais en mode « Waouh, putain, ça me tend », et boum, ça coupe, petit soleil, petite voiture, petite musique, et on passe sur le propriétaire des lieux. Allez voir ma vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle. Le film distille ses réponses au compte-gouttes, maintenant le spectateur dans un état d'attente, du coup, permanent, à se demander ce qui se passe. La mise en scène est tendue, parfois très sèche, jouant beaucoup sur le silence, la suggestion et l'atmosphère. C'est vraiment ça le truc du film, moi c'est l'atmosphère et encore une fois l'inconnu, enfin vers quoi on va quoi. Et sans spoiler, la toute dernière partie là, vraiment la scène de fin, elle change complètement de mood, de ton, et je spoil pas mais toute la salle était morte de rire, et moi également. Donc maintenant on va rentrer dans un autre mood, les flops. Quand on aime les films d'horreur, c'est aussi plonger dans un océan de caca quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de merde. Allez, on commence dans le dur. Souviens-toi l'été dernier, version 2025. Bon, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur le tout premier et j'imagine que tout le monde connaît un minimum quand même. Déjà rien que l'idée d'un retour de cette licence, ça sentait totalement le réchauffer. Un slasher culte des années 90 remis au goût du jour, pourquoi pas, sur le papier, mais encore faut-il avoir quelque chose à raconter en fait. Bon, je vais pas être tendre, les acteurs jouent mal, on est absolument pas en empathie avec les personnages, ils sont cons, ils sont dédaigneux, ils sont exécrables, ils sont riches. Donc déjà ça met une grosse barrière, mais ça c'est autre chose, c'est mon côté gaucho qui parle. J'ai pas envie de les plaindre en fait. Madeline Klein, ça fait partie, vous le savez peut-être pas, mais des acteurs et actrices on dirait, pour lesquels je ne comprends pas la hype. Elle est pas ouf quoi, enfin, attention, je parle pas de physique, Alors oui, déjà la hype niveau physique, bon ça c'est les goûts et les couleurs, mais au niveau acting, qu'est-ce qu'elle a fait de bien folichon quoi en fait. Outer Banks, mais ta gueule en fait, j'ai pas vu. Que faire pour un retour de la série ? Bah faire revenir tous les vieux briscards du premier et même second, allez c'est gratuit, et surtout de façon très peu naturelle. De toute façon la série elle aurait dû s'arrêter au premier, la fin était très bien, et puis stop quoi, enfin non, la thune, toujours gagner toujours plus, au bout d'un moment, allez le 2, admettons. Mais le 3, alors là le 3. Bon c'est un film lisse, prévisible. J'avais pré-shot le méchant directement, dès le début. La personne, on va dire, pour pas dire que c'est un mec ou une femme, la personne fait un regard qui ne trompe pas. Ça cherche jamais à surprendre, ni à moderniser intelligemment son propos, et ça se contente d'empiler les références au film original, comme pour dire « regardez, vous vous souvenez, vous vous souvenez l'été il y a 30 ans ?» Connasse.
Sauf que la nostalgie ne suffit pas à faire un bon film. Voilà, je pose ça là sur la table. C'est pas ça qui fait un bon film, les gars. Faudrait peut-être comprendre. Alors, un slasher sans tension, c'est quand même problématique, non? Je sais pas. Au final, on a l'impression de regarder un produit totalement formaté, pensé pour cocher les cases plutôt que faire peur ou divertir, tout simplement. Bref, ne perdez absolument pas votre temps avec ce film de merde. La nuit des clowns de 2025. Je dis 2025 parce qu'il me semble qu'il y a plein de films sur les clowns. Il me semble qu'il y a un film qui s'appelle La nuit des clowns et que c'est pas 2025. C'est pour ça que je dis 2025. Bon, on en a rien à foutre, on continue. Rien que le titre, on sait déjà où on met les pieds. Quinn emménage avec son père dans la petite ville de Kettle Spring. Il fait rapidement la connaissance de Frendo le clown. La mascotte locale. Cette dernière est célébrée chaque été lors d'une grande fête en son honneur, mais la fête va rapidement tourner au cauchemar quand les adolescents commencent à disparaître, rendant bien réelle la légende qui circule autour de Frendo. Alors le film coche absolument tous les clichés possibles et inimaginables du cinéma d'horreur, et pourtant, le bougre, le réalisateur, a fait de bons films. Zombieland, Little Evil, Tucker and Dale, que je n'ai pas vu, mais JP me recommande encore lui. Hein, casse-toi de ma tête, merci, tu seras gentil. Le type, il gère les comédies horrifiques, quand même. Là, on est sûr. Mais là, c'est loupé. C'est loupé. Ou alors j'ai rien compris au propos du film et je suis totalement passé à côté de la seconde lecture du second degré où je comprends pas. C'est un peu gore, ouais, c'est prévisible, ouais, c'est pas très drôle, ouais. Un comble. Le problème c'est que le film ne choisit jamais son camp. Il n'est ni vraiment sérieux, ni franchement parodique, ni suffisamment gore, ni assez absurde pour être fun. C'est pas un Shaun of the Dead par exemple. La tentative de tension tombe à plat et les clowns, censés être la menace principale du film, finissent par être plus ridicules qu'inquiétants. En bref, c'est un film oubliable, qui disparaît de la mémoire aussi vite qu'il est arrivé. Alors moi, il est pas disparu de ma mémoire puisque je le déteste. Non, je le déteste pas, mais genre... Osef, total. On dit toujours Osef chez les Jones. Dangerous Animal, également de 2025, de toute façon tous mes flops sont de 2025. Zephyr, une surfeuse intrépide au tempérament libre, est kidnappée par un tueur en série obsédé par les requins. Séquestrée sur son bateau et confrontée à la folie de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face à tous les prédateurs, qu'ils soient humains ou animaux. Passionné par les requins après s'être fait attaquer par l'un d'eux, qui enlève les touristes égarés en leur faisant croire qu'ils vont faire un tourboat là, je sais pas comment on appelle ça, un tour en bateau avec la promesse de voir des requins depuis une cage qui est à l'arrière du bateau, dans l'eau. Mais en fait, il prend un malin plaisir à les filmer pendant qu'ils se font dévorer. Dans les faits, c'est un énorme raté. Le film ne sait jamais comment exploiter sa créature, je trouve. Alors la créature, est-ce le requin, est-ce l'humain? Bon, oui, je pense que c'est plus l'humain que c'est un requin dans ce monde de brutes. Je sais même pas, c'est pas ouf, c'est tout ce que je vais vous dire. En fait, soit on ne la voit pas assez, donc la créature, le requin, soit on le voit mal, soit il est filmé de manière totalement inoffensive en fait. Enfin, c'est pas lui la bête, je me répète, peut-être. Ouah, ça rime en plus. En fait, je dis ça car j'ai plus eu peur, entre gros guillemets, de Tucker, le méchant, que les requins. C'est peut-être ce qui est voulu, hein, mais en fait, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à un film de requins, d'attaque de requins, voilà, comme il en existe beaucoup, mais en mieux fait. On est encore une fois sur une Final Girl sur laquelle on aurait pu parier dès le début en fait. Le rythme est bancal et les personnages sont encore une fois terriblement creux. À quel moment tu risques ta vie pour une fille inconnue que tu as côtoyée quelques heures? Je parle ça pour le sauveur. Le résultat, pour moi, c'est un film tiède, sans impact, qui passe à côté de son concept et qui laisse surtout un immense sentiment de gâchis, alors qu'il aurait pu aller plus loin en se salissant un petit peu les mains et en prenant plus de risques. Voilà. Et au suivant. Les Intrus, chapitre 2, donc chapter 2, la suite du reboot du film The Stranger de 2008. Les Intrus réitèrent lorsqu'ils découvrent que l'une de leurs victimes, Maya, donc c'est la rose qui joue dans Riverdale, c'est comme ça que je l'ai vu. Oui, je regardais Riverdale à l'époque, j'ai arrêté à la 5ème saison. Ne me juge pas, juge-moi. Donc Maya a survécu suite au premier film. Oh le spoiler, en même temps si... Bon, c'est de la merde, ne regardez pas ça. Ils reviennent pour terminer ce qu'ils ont commencé. Ils la traquent, prêts à éliminer quiconque se mettra en travers de leur route. Qu'est-ce qu'ils sont méchants! Le premier, The Stranger, avait une vraie force, une simplicité glaçante, une mise en scène sèche et surtout une peur basée sur l'intrusion. L'intrusion qui est, je le rappelle si vous suivez ma chaîne depuis au moins 2 ans, est mon deuxième pire cauchemar après être enfermé avec des araignées géantes, venimeuses, poilues qui te défoncent la gueule. Le silence, l'attente, un vrai slasher quoi. Je lis pas trop, ça va. Alors ici on est face à un film qui trahit complètement cet esprit. Déjà, il n'y a plus aucune subtilité, tout est appuyé, surligné, surexpliqué, là où le premier jouait sur les hors-champs, la tension psychologique, chapitre 2,
choisi la facilité. Le pistage est totalement abusé. En fait, elle se fait pister, elle a beau s'enfuir, prendre de l'avance, les feinter, aller dans les bois, dans une maison, machin, il retombe toujours dessus, en plein milieu de la nature. Ils sont quand même forts, hein. L'héroïne est plutôt intelligente pour une fois dans ses choix, je trouve, mais ça ne suffit pas à en faire un bon film. Je crois que le pompon sur la Garonne, c'est l'arrivée du sanglier apprivoisé en giga 3D, mon pote. Et ouais, et là tu te demandes, on est dans la track de 2011 ou dans Pas très normale activité là, de Norman? Si vous avez ces refs, vous êtes des génies. Pas des génies, mais vous êtes cultivés, quoi. Alors, le film, il tente parfois de relancer l'intérêt avec quelques scènes un peu violentes, je l'avoue, mais ça ne fonctionne jamais vraiment. Ça retombe à plat, et du coup, ça donne un film maladroit qui oublie totalement ce qui faisait la force du concept original. Qu'est-ce que j'écris bien? Alors, petite précision, il est quand même un peu mieux que le premier. Enfin, que le Chapter 1, le reboot, pas le tout premier de 2008. On s'est compris. À la suite. Et là, j'arrive à la dernière page, ça veut dire que c'est le dernier film et qu'après il y aura la conclusion. VHS Halloween de 2025. La suite indirecte de la saga VHS qui compile plusieurs courts-métrages en leur sein. En fait, il y a 8 longs-métrages qui ont en leur sein 5 courts-métrages à chaque fois avec une histoire qui se suit tout du long. C'est une saga en fait, mais rien ne se suit, à part un peu en leur sein, ce que je disais. Je sais pas vraiment quoi dire sur cette saga, je suis très bon client, mais c'est très inégal. Parfois très mauvais, parfois excellent. Ça peut aller de la note 3 à 4, je crois, sur Sens Critique à 8. Mais il y a souvent au moins un segment marquant. Et dans celui-ci, pas grand-chose, hein. En tout cas, rien de mémorable. Le thème Halloween était pourtant une évidence. Les masques, les folklores, les nuits étranges, les rituels, les trucs sataniques, les machins, le diable, enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire, il y a 1000 choses à faire. Et je vais d'ailleurs vous proposer les meilleurs épisodes car je ne sais vraiment pas trop quoi dire sur celui-ci. Donc le premier, qui est VHS, tout simplement, de 2012, c'est un des meilleurs. VHS 2 qui est pas trop mal, qui est un peu en dessous, mais en fait quand tu regardes la suite, c'est quand même au-dessus. VHS 85 et VHS Beyond. Et à chaque fois il y a un thème, tu vois, 85, Beyond c'est plus tout ce qui est extraterrestre et tout ça, c'est au-delà Beyond en français. Dans le même genre, je peux vous proposer 666 Road, 666 Road, Southbound. Mais ce n'est pas un found footage, mais c'est un peu dans l'idée, je trouve des similitudes dans les histoires. Bref, je ne te conseille pas cet épisode de la série. Voilà, c'en est tout pour cette sélection de films d'horreur qui ont rythmé mon année 2025 en top et en flop. En espérant vous avoir apporté assez d'éléments pour choisir votre prochain film pendant votre soirée épouvante. Allez, dites-moi en commentaire si vous en avez vu certains, si vous les avez aimés ou non, si vous êtes d'accord avec mon avis ou non, et surtout si je vous ai donné l'envie d'en voir quelques-uns. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le film Hostel. Wow, ça spoil. Salut!